Bien, chers collègues, je pense que nous allons commencer puisque on a un emploi du temps extrêmement serré. Donc, je commence par vous remercier d'être venus nombreux, de ne pas avoir été découragés par les aléas qui nous obligent à reporter une première fois ce colloque. Et je passe tout de suite la parole à Olivier Lasvernias. Merci. Merci d'être ici. Je ne vais pas redire ce que vient de dire Thierry. Donc, deux mots au nom du président de la Cité des Sciences, le président Jean-François Hébert, empêché ce matin, et donc au nom de la Cité des Métiers de Paris, que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger. On est très heureux d'accueillir et de participer à cette manifestation qu'on vient peut-être pas, cette séance de travail qui va se dérouler aujourd'hui. On s'est permis d'ailleurs de lui rajouter une deuxième partie à 18h30, qui est une partie sur le même thème destinée au plus large public, en se disant que cette question de la place d'Internet dans l'orientation n'était pas forcément seulement une question qui préoccupait les professionnels, mais qu'elle devait aussi certainement préoccuper le public lui-même. Donc je vous convie à rester avec nous pour la seconde partie qui se déroulera avec beaucoup d'intervenants de la journée à 18h30 et où nous espérons des questions du public. Cette deuxième partie se fera en partenariat avec France 5 et nos amis Penda Traoré notamment, qui est la webmaster du site de France 5. Nous allons travailler toute la journée ensemble. Malheureusement, moi, je serai obligé de vous laisser parce que nous avons une manifestation qui s'appelle une Cité des métiers éphémères. Vous savez que les cités des métiers font un peu tache d'huile. Et je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, il y a une Cité des métiers éphémères qui se déroule aujourd'hui même à Elancourt, dans les Yvelines. Donc, je serai obligé de vous abandonner et je reviendrai dans l'après-midi. Juste deux mots pour vous dire comment nous, du côté du réseau des cités des métiers, je regarde Daniel Pourtier qui vit au quotidien notre expérience depuis de nombreuses années avec le CIO Mediacom. La question d'Internet et l'orientation, c'est une question essentielle pour nous. À la fois, le réseau des cités des métiers se développe énormément. Je dis énormément pour une structure qui n'a finalement qu'une légitimité acquise sur le terrain et qui n'a aucune histoire institutionnelle particulière, qui est née d'une rencontre et d'un besoin, qui est né ici même d'ailleurs, puisque le passage des métiers, ancêtre de la Cité des métiers, devait se trouver dans les 10 mètres carrés qui sont dans le fond de la salle, avec le CIO Interjeunes à l'époque. Cité des métiers se développe énormément pour une structure comme ça, puisqu'on devrait voir l'inauguration de Montbéliard et Rouen, enfin Montbéliard et Haute-Normandie le mois prochain, que nous avons vu l'inauguration de Nanterre en juin, que nous devrions, je ne vais pas faire le coup de Pluton et annoncer des résultats avant, donc nous devrions sans doute voir la labellisation de Vancouver en Colombie-Britannique, La Rochelle et Limoges le 17 octobre. Donc c'est un réseau qui se développe beaucoup et qui semble vraiment une structure qui intéresse à la fois les représentants des publics et puis les collectivités, les professionnels. Et à la fois, évidemment, on se demande tous les jours si ce truc-là a encore un sens. Et est-ce qu'en 2010, faire des lieux qui sont des lieux dans lesquels on vient pour du conseil, pour poser des questions, pour trouver de la ressource, est-ce que ça ne sera pas quelque chose qui sera complètement en dehors des pratiques dominantes ? L'enjeu, il est essentiel. Évidemment, nous pensons que non. Évidemment, nous pensons que ce sera quelque chose qui ne sera pas obsolète. Au contraire, on pense que la surinformation, sans doute, amènera les gens qui auront imprimé toute la nuit des tas de trucs dont ils ne sauront pas quoi faire, à se demander, à se retourner en se demandant où il peut y avoir de l'aide. Cela dit, rien n'est prouvé et souvent, l'idée d'annoncer avant les résultats de l'information, c'est toujours trouver démenti. Donc cette journée nous intéresse particulièrement, comme vous toutes et tous, sur cette question-là. Donc, comme je le disais, je suis obligé de vous quitter. Je passe la parole à Thierry Bois. Je vous remercie d'être ici avec nous pour cette journée passionnante. Merci encore. Merci de nous avoir accueillis. J'ai autour de moi les partenaires qui nous ont aidés à monter cette journée et je vais laisser la parole à M. Jacques Fouché, qui représente la région Île-de-France. Merci, bonjour. J'interviens donc au titre du Conseil régional d'Île-de-France et je voudrais commencer par excuser la vice-présidente Elisabeth Gourevitch qui aurait souhaité prononcer cette petite introduction mais qui se trouve retenue par la séance plénière du Conseil régional qui se déroule en ce moment même
et où elle a des rapports à présenter sur les lycées. Elle m'a demandé de vous dire ses regrets de ne pas pouvoir, je dirais, avoir été présente auprès de vous ce matin et les vœux qu'elle formule donc pour votre colloque que la région a souhaité soutenir. Qu'elle a souhaité soutenir parce que l'information pour l'orientation est un thème majeur du schéma des formations 2000-2006 et il l'est parce que vous êtes particulièrement bien placé pour le savoir, parce que ces questions d'information et d'orientation eh bien, sont des préoccupations majeures des jeunes comme des familles. C'est ce qui a amené la région, au cours de toutes ces années, pardon, à avoir une politique tout à fait active dans ce domaine, à la fois pour soutenir un certain nombre de projets, projets des établissements, projets des académies, pour apporter le soutien matériel de la fourniture d'un certain nombre d'outils à la MGI, à un certain nombre de CIO, pour engager des partenariats tant avec les professions qu'avec les grands acteurs publics que sont le CIDJ ou le NICEP, et pour réaliser, dans le cadre du réseau des métiers qui associe à la fois les recteurs, les professions et la région, le site MétiersNet dont il sera question dans votre journée. Financièrement, ça représente cette année 2006 un effort financier de plus de 2 millions d'euros. Et depuis le début de la mise en œuvre de ce schéma, un peu plus de 6,5 millions d'euros. Mais le soutien que la région a voulu apporter à votre colloque tient surtout et avant tout à l'avenir. L'avenir, c'est d'abord que le schéma des formations 2000-2006 arrive à son échéance. Un bilan en a été tiré par les vice-présidents concernés, Mme Gourevitch et M. Brunel, devant le Conseil régional en décembre dernier. Un nouveau schéma se prépare et d'ores et déjà, l'exécutif régional a souhaité que ce nouveau schéma mette l'accent sur les questions d'information pour l'orientation. Parce que, au travers de la prise en charge des compétences qui sont les siennes, la région prône une conception large de l'éducation qui vise à former l'homme, le citoyen et le professionnel, et dans ce cadre, à rendre les jeunes franciliens pour ce qui nous concerne, acteurs de leur projet personnel, de formation, d'orientation. Tout ça est essentiel et tout ça rejoint bien les préoccupations de votre journée. Mais l'autre élément important qui nous a amené à ce soutien, eh bien, c'est ce qui vient déjà d'être évoqué, c'est-à-dire la numérisation extrêmement rapide du monde dans lequel nous vivons. Ça s'est fait dans l'économie, ça se développe dans les administrations, ça se développe, même s'il reste encore pas mal d'inégalités, également dans les ménages. Et face à cette numérisation, il fallait prendre un certain nombre d'options. L'option de la région, ça a été d'abord de mener une action volontariste, persuadé que si on veut contribuer à l'égalité des chances, eh bien c'est dès l'école qu'il faut familiariser les jeunes avec l'usage de ces outils, parce que ce n'est qu'à l'école que ça peut se faire sans perdre son esprit critique vis-à-vis d'eux. Pour que tout ça soit possible, il fallait d'abord en assurer les bases matérielles. Pour ce qui concerne nos responsabilités, dans les lycées, nous avons fourni 120 000 ordinateurs, c'est-à-dire finalement un ordinateur pour 3 élèves, un peu plus de 3 élèves, et des réseaux dans tous les établissements. Mais cette volonté, elle est appuyée sur une conviction forte,
c'est que bien évidemment, l'ordinateur ne remplace personne. C'est un outil, il doit rester un outil, et le suivi des expérimentations que nous conduisons sur le développement de l'usage d'éthique dans l'enseignement nous confirme d'ailleurs que dans tous ces domaines-là, l'accompagnement humain reste tout à fait essentiel. Et ça rejoint la problématique qu'évoquait M. Lasvernias. La question, elle est alors de savoir ce que cet outil peut apporter pour améliorer l'efficacité de l'action, faciliter certaines tâches pour permettre d'avoir plus de temps pour ce qui constitue le cœur de métier, c'est-à-dire la rencontre, comme l'évoquait tout à l'heure M. Lasvernias. Et finalement, c'est exactement la problématique de votre colloque, conseil et orientation sur Internet, quels enjeux et quelles pratiques pour les conseillers d'orientation psychologues, c'est bien là, effectivement, des questions que nous nous posons. Et ce sont des approches qu'on a voulu faire nôtres lorsque, en partenariat avec les académies et les professions, on a monté le site lesmétiers.net. Vous êtes bien placé pour savoir à la fois que dans ce domaine des métiers, il y a pléthore d'informations et méconnaissances assez larges chez les jeunes. Et que donc, nous avons pensé qu'il était utile, au moment, je dirais, de la disponibilité et de la diffusion de l'outil Internet, eh bien, de pouvoir sur un site rassembler des informations avec un support vidéo sur 400 métiers, parce que ça pouvait faciliter la tâche de tous dans ce domaine de l'information. Ce pari a été gagné, si je puis dire, puisque sans qu'on ait communiqué sur ce site, il a atteint jusqu'à 1 400 000 visites en 2005 et que l'on a dépassé le seuil des 600 000 pour le premier semestre 2006. Mais lorsque nous avons conçu ce site, nous avons voulu essayer de le faire non pas en fonction des présupposés que nous pouvions avoir entre partenaires, mais en fonction des attentes des jeunes. Et les enquêtes qui ont été menées auprès des jeunes à cette époque-là ont montré deux choses. La première, c'est que les jeunes souhaitaient avoir, entre guillemets, une vraie information, pas de la propagande, et donc pouvoir toucher du doigt aussi bien les avantages que les contraintes, les exigences, voire les inconvénients d'un certain nombre de situations et de métiers, et également qu'ils voulaient à la fois qu'un site leur permette d'accéder à l'information, mais également qu'ils répondent à leurs questions, c'est-à-dire qu'il y ait une interactivité. Et c'est ce qui nous a conduit à mettre en place un système de réponse en ligne grâce au soutien de l'Académie de Créteil, que je souhaite remercier ici, et qui a permis de faire en sorte que ce service de réponse en ligne soit assuré avec l'intervention que nous jugeons indispensable de conseillers d'orientation psychologues dans le dispositif. Quelques années d'expérience nous montrent que peu nombreux sont les internautes qui recourent à ce système de questions en ligne, puisque c'est environ une personne qui consulte sur 200 qui pose une question. Cela dit, du fait de l'affluence de la fréquentation sur le site, ça représente depuis son ouverture quelques 6000 questions, ce qui permet d'avoir un certain recul et de tirer des enseignements sur ce type de pratique. Vos collègues Viviane Rohard et Béatrice Ricamon interviendront dans votre journée sur ce point.
Et donc voilà les raisons qui ont amené la région, lorsque votre association s'est rapprochée de nous, eh bien, à soutenir votre journée. Pour conclure, je voudrais simplement dire deux choses. La première, bien sûr, c'est de remercier votre association d'avoir organisé cette journée sur ce thème. Et la seconde, c'est vous dire, dans l'esprit de service public gratuit qui nous a conduit à la mise en place du site Les Métiers Nets, combien nous accordons d'importance et nous suivrons avec attention vos échanges. Je vous l'ai dit, nous sommes en train de préparer le nouveau schéma des formations. Vous le savez, la jeunesse s'approprie très rapidement ces technologies. Vos réflexions seront complètement et très utiles au partenariat que nous voulons renforcer pour maintenir dans un contexte où, vous le savez également, l'offre commerciale payante dans ce domaine se développe également, et bien pour maintenir un service public gratuit et adapté au temps et aux attentes. Et c'est sur cette base-là que, à la fois, je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon colloque. Merci, Monsieur Fouché, de votre intervention et de votre écoute attentive quand notre association est venue effectivement vous proposer d'être partenaire dans ce projet. Et je vais maintenant laisser la parole à Jean Guichard, qui a été directeur de Vinetop et qui œuvre encore pour la partie recherche de notre institut. Merci Thierry. Alors pour commencer, je voudrais d'abord excuser Anne Lancry, l'actuelle directrice de l'Inetop, qui n'a pas pu se rendre libre ce matin pour participer à nos travaux et qui le regrette vivement. Alors pour ouvrir cette journée, je voudrais vous dire à quel point elle me semble importante. En effet, il me semble exister un hiatus majeur entre l'extraordinaire développement des usages de l'Internet, notamment chez les jeunes, et ce que nous en savons, nous, qui nous intéressons aux questions de psychologie de l'orientation, et aussi nous, chercheurs, qui nous intéressons à l'ensemble des pratiques d'aide à l'orientation. Et bien entendu, dans ces pratiques d'aide à l'orientation, il y a le conseil. Alors, le point dont je voudrais partir, c'est le constat que vous avez tous fait, comme moi, d'un usage massif de l'Internet chez les jeunes des pays riches. Alors, ce phénomène, on l'observe de différentes manières. Par exemple, en prenant des chiffres qui ont presque 2 ans déjà, de début 2005, le journal Le Monde rapportait qu'en France, 3,5 millions de jeunes de 15 à 25 ans utilisaient déjà, donc il y a 2 ans, la messagerie instantanée de Microsoft, MSN Messenger. À l'époque, un sondage avait été fait sur un petit échantillon de 15-25 ans par l'Institut Ipsos, auprès d'un échantillon de jeunes utilisateurs de l'Internet. On leur posait la question suivante: si vous ne deviez garder que 2 médias dans votre vie, lesquels choisiriez-vous? Et 61% répondent Internet, 49% la télévision, 35% le cinéma, 29% la radio, 17% la presse quotidienne, 9% les magazines. Si on regarde, si on trouve un peu des chiffres plus récents, par exemple en 2006, j'ai vu que la plateforme Skyblog de la radio Skyrock comptait plus de 5 millions de blogs. Donc, il y a un fait indubitable, c'est l'investissement massif des jeunes des pays riches dans l'Internet, ce qui veut dire que la question que nous, spécialistes du conseil en orientation, nous devons nous poser, ce n'est plus la question de savoir comment situer l'utilisation de l'Internet dans nos pratiques traditionnelles de conseil et d'éducation d'aide à l'orientation, ce n'est plus cette question-là, mais à l'inverse, notre question, c'est celle de savoir comment articuler nos pratiques à la réalité des usages effectifs de l'Internet. Autrement dit, quelles pratiques pouvons-nous développer, nous, compte tenu de cet usage massif de l'Internet qui existe? Or, lorsqu'on s'intéresse aux usages que les jeunes font d'Internet, ils semblent être multiples. Ils semblent comprendre, comme vous le savez, des achats, des téléchargements,
des échanges de musique ou de films, des recherches d'informations dans différents domaines, mais aussi des jeux de rôle, des discussions, des soutiens réciproques, des co-conseils, des étayages, comme on dit en psychologie, des essais identitaires, des mises en récit de soi. Lorsqu'on dit la grande presse, on voit souvent, on trouve fréquemment des échos de ces différents usages d'Internet. Et j'ai regardé un peu ce qui avait été publié ces derniers mois dans la grande presse à ce sujet. Et j'ai trouvé 4 thèmes qui ressortaient dans la presse de langue française et un peu de langue anglaise. Premier thème, c'est celui de l'addiction à des jeux de rôle en ligne. Comme le note un journaliste, dans ces jeux, le participant s'invente une deuxième vie, totalement virtuelle. Il s'invente une profession, des talents, une mission, il se lance dans de grandes enquêtes, etc. Mais les journaux disent que l'addiction le guette. Par exemple, un participant au jeu World of Warcraft déclarait au journaliste du Monde du 11 mai 2006, disait ce jeune-là, « C'est clairement une drogue. Il m'est arrivé à plusieurs fois de refuser de sortir avec des amis parce que j'allais jouer. » Et la journaliste écrit qu'on appelle désormais « no life » certains jeunes qui peuvent passer 10 heures d'affilée, 7 jours sur 7, à jouer tel ou tel personnage, toujours le même personnage. Donc ça, c'est le premier thème, celui de l'addiction. Deuxième thème qu'on trouve dans la grande presse, c'est celui de la création de personnages, d'identités, qui servent aux individus qui participent notamment à des chatrooms à tester différentes formes identitaires. Alors ça commence par le choix d'un pseudonyme qui reflète souvent l'esprit du moment. Il semble qu'on en change assez fréquemment de pseudonyme. Et parfois, l'invention irait beaucoup plus loin. Et le participant s'inventerait dans ses échanges avec les autres une vie qui n'est pas sans rapport avec la sienne, mais une vie qui est quand même bien éloignée de la réalité de sa propre vie. Alors ce fut le cas, par exemple, d'une certaine Sophie, dont on nous a beaucoup parlé au printemps dernier, qui échangeait sur un forum des conseils et des astuces sur la manière d'éduquer son jeune fils Julien, dont elle racontait le développement idéal, comment les choses se passaient bien, comment elle était une excellente mère. Elle mettait même la photo sur le site où elle échangeait. Et dans le même temps, elle a laissé son fils Julien mourir de faim. Alors, elle a continué après la mort de son fils. Donc, il y a ce thème des essais identitaires là, qu'on trouve dans la grande presse à propos des usages d'Internet chez les jeunes. Troisième thème, celui de l'importance du réseau, c'est-à-dire du groupe virtuel, et le thème de l'influence majeure du réseau. Les échanges sembleraient permettre à l'individu d'affirmer une intention, de transformer une intention en projet. Et ces échanges lui donneraient les moyens concrets de réaliser le projet en question. Et parfois même, l'intention individuelle deviendrait un projet collectif, comme dans ces pactes de suicide collectifs que décrit notamment la presse anglaise. Dans la presse anglaise, il y a beaucoup d'articles sur ce thème-là. Par exemple, au printemps dernier, dans le Guardian, il y avait un article qui rapportait des analyses conduites par des conseillers en prévention du suicide qui ont étudié les pactes de suicide passés sur Internet par des groupes de 2 à 4 personnes au Japon. Et en étudiant les échanges de ces jeunes, les conseillers tiraient la conclusion que l'Internet donnait à ces jeunes la force de passer à l'acte de différentes manières. D'abord, ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls dans leur cas, ils sont plusieurs. Ensuite, ils développent une pensée de groupe, disent les journalistes du Guardian, une pensée de groupe morbide qui renforce leur sentiment de désespoir. Ensuite, ils s'échangent des informations sur la manière de procéder. Autrement dit, après, ils développent des savoir-faire. Et parfois, ils bâtissent un plan collectif de réalisation. Donc ça, c'est le troisième thème, celui de l'importance du réseau. Et enfin, le dernier thème que l'on trouve aussi dans la grande presse, c'est celui de la présence sur le net d'organisations sectaires, religieuses, politiques, fondamentalistes, qui recrutent, qui avancent masqués, qui recrutent par exemple en proposant un test, en proposant des modes de description de soi, des aides diverses et variées. Alors tout ça, je le lis régulièrement dans la grande presse, comme vous. Donc vous voyez bien que les thèmes récurrents, ils sont ceux de l'anticipation de soi dans une certaine forme identitaire, on s'imagine être celui-là, celui de l'essai identitaire,
est celui de l'influence notable du collectif auquel participe l'individu sur ses essais, sur ses constructions identitaires. Alors, évidemment, dans la mesure où la question centrale du conseil et de la psychologie de l'orientation est celle de la construction de soi, j'aimerais en savoir beaucoup plus sur la réalité des phénomènes décrits et surtout sur les processus en jeu. Or, pour moi, un constat s'impose. Quand je lis les journaux scientifiques dans le domaine de la psychologie de l'orientation, et Dieu sait s'ils sont nombreux en langue anglaise aujourd'hui, je trouve pratiquement rien sur le sujet. Et donc, je suis vraiment curieux de savoir s'il existe des recherches fiables dans ce domaine, et si oui, de connaître leurs principales observations. En particulier, j'aimerais savoir s'il existe des études rigoureuses sur les pratiques effectives de l'Internet dans le domaine de l'orientation, c'est-à-dire qui fait quoi, qui recherche quoi, comment, et puis aussi des études sur leur impact sur l'assimilation d'informations nouvelles ou pertinentes pour s'orienter, et plus encore sur les liens qui peuvent exister entre telle ou telle pratique et la construction de soi. Autrement dit, ont-elles un impact, par exemple, sur l'orientation que l'individu va donner à son existence? Alors, certes, dans les revues scientifiques ou les manuels de psychologie de l'orientation, je vois bien des écrits relatifs à l'Internet, mais souvent, les textes en question présentent des dispositifs de conseil en orientation. Par exemple, dans un ouvrage paru en 2002 qui s'appelle Career Counseling, l'auteur Vernon Zunker me semble assez bien résumer tout ce qu'on peut lire dans la littérature un peu sérieuse, on va dire, à ce sujet. Voilà ce qu'il écrit. En résumé, écrit-il, les sites web peuvent aider l'individu dans l'auto-évaluation de soi, en particulier dans le domaine des intérêts, des habiletés, des savoir-faire techniques, des capacités, des valeurs, de l'intelligence et de la personnalité. Bref, ça peut aider les individus à s'auto-évaluer. Les sites web, poursuit-il, donnent aussi de l'information pour la découverte des professions, sur les institutions de formation, sur les bourses et aides financières, sur les offres d'emploi. Par ailleurs, note-t-il, il existe des chat rooms et des groupes de soutien dans ce domaine. Il est aussi possible d'envoyer un CV en réponse à une offre d'emploi. Ça décrit la réalité américaine et, disons, des pays de langue anglaise. Alors, ceci dit, Zunker exprime de nombreuses mises en garde quant à la qualité, très variable, des services d'aide à l'orientation qu'on peut trouver sur le web, et il souligne que, en revanche, l'Association des conseillers d'orientation américaine, National Career Development Association, a construit un guide très sérieux qui s'appelle Guide de l'usage de l'Internet pour la planification de son orientation. Les auteurs sont deux personnes importantes, Bowlesby et Sampson. Bowlesby, c'est l'auteur, pour ceux qui s'intéressent un peu à ça, du grand programme Discover, du programme informatisé d'aide à l'orientation Discover, et Sampson, c'est un spécialiste de l'évaluation de tel programme. Et donc, le guide décrit un parcours idéal en 6 étapes de l'aide à l'orientation sur Internet. Bien. Alors, je ne vais pas vous décrire les 6 étapes, enfin, ça va de prendre conscience du besoin de se décider, ça passe par la connaissance de soi, puis ça va jusqu'à la mise en œuvre des choix possibles, de la mise en œuvre des choix possibles via une formation ou la recherche d'un emploi. Alors, pour terminer, je voudrais dire quand même que ce que j'ai pu observer ces dernières années en Amérique du Nord, c'est d'une part, et ça vous l'avez un peu abordé dans votre conclusion, le grand succès commercial d'entreprises qui ont développé des dispositifs en ligne d'aide à l'orientation. Or, il est clair que certaines de ces entreprises de dispositifs en ligne d'aide à l'orientation vont nous parvenir très très rapidement via le Québec, parce qu'un certain nombre d'universitaires québécois ont quitté l'université pour développer des compagnies privées ayant cet objectif-là. Et elles sont très florissantes, ces compagnies. Quand on est un professeur d'université français et qu'on voit ce que gagnent les collègues qui ont quitté l'université en faire ce genre de travail, on est un tout petit peu jaloux. Bon. Et puis, deuxième chose qui apparaît, c'est l'émergence de pratiques de conseil en ligne, c'est-à-dire d'interaction entre un conseiller et un consultant ou un groupe de consultants sur Internet. Autrement dit, il y a un conseiller et puis il y a un groupe de consultants et tous ces gens-là discutent. Donc, il y a des tas d'échanges, ça foisonne dans tous les sens. Alors ça, on lit que ça existe, on voit que ça existe. Mais que se passe-t-il effectivement dans ces échanges? Quel est leur impact sur la construction de soi, sur la réussite en formation, sur la résolution des difficultés personnelles et sociales? Quels sont les facteurs et processus en jeu?
Je n'ai jamais rien lu là-dessus. Je n'ai jamais rien trouvé. Peut-être que ça existe, mais je n'ai rien trouvé. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, je vais apprendre un peu quelque chose dans ce domaine, et peut-être pas encore des observations concrètes. Peut-être y en a-t-il que j'ignore, mais bon, j'espère que s'il n'y en a pas encore, au moins, j'apprendrai que des travaux sont en cours. Bon, car comme je le disais en commençant, il y a une seule chose qui me semble à peu près établie, c'est que la question que nous devons nous poser, c'est plus celle de savoir comment situer l'utilisation d'Internet dans nos pratiques d'aide à l'orientation, mais au contraire, comment articuler au mieux nos pratiques à la réalité des usages effectifs de l'Internet. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à Jean Guichard d'avoir, dans un temps court, mais souligné les aspects théoriques fondamentaux du problème du conseil en orientation via Internet et de nous encourager à continuer à réfléchir à ce sujet. C'est vrai que pour l'instant, j'ai assisté à peu de manifestations en France. Je ne dirais pas que c'est la première, mais peut-être pas loin. Et peut-être qu'on est en train d'initier quelque chose ou qu'on aura envie de se retrouver ou de continuer dans cette voie-là. Et nous serons sûrement soutenus dans ça par l'association NACOP. Et je vais tout de suite laisser la parole à sa présidente, Danielle Pourtier. Alors moi, je ne vais pas parler longtemps parce que d'abord, les précédents orateurs ont dit beaucoup de choses. Je voulais simplement vous remercier d'être là. Et puis, Thierry m'a menacé des pires sévices si je dépassais 3 minutes parce que nous sommes déjà très en retard. Je voulais simplement dire que lorsque ce projet a été quand même porté par Thierry Bois, et je l'en remercie parce que lorsqu'il a fait part au conseil d'administration de cette idée, on n'a pas vraiment sauté de joie parce que les conseils d'orientation psychologue, on est quand même un petit peu, dès qu'on nous parle d'Internet, ça nous a un petit peu choqués sur l'instant. Je crois que Thierry a insisté, il avait raison parce que je crois que cette réflexion que nous avons amenée ensemble, elle est importante. On voit bien dans tous les services qui reçoivent du public, que ce soit les services d'information, d'orientation ou autres, à quel point Internet a changé les mentalités. Moi-même, hier, je cherchais quelque chose sur Google, sur l'ATS, la fameuse prépa pour les BTS, et je suis tombée sur un groupe de rencontres, un groupe d'échanges avec des jeunes. Je pense que c'est des jeunes parce que vu le vocabulaire qu'ils employaient, dont je comprenais un mot sur deux, et vu les abréviations utilisées, c'était pas des quinquas, manifestement. Et effectivement, ces jeunes parlent entre eux, échangent entre eux. Il y a des réponses qui sont interminables, enfin. Et ils posent des questions comme comment rentre-t-on à un ATS, quels sont les cours, etc. Et comment sont les meufs, trouve-t-on des meufs? Ça, c'est vrai que dans les services d'information, c'est une info qu'on a du mal à donner. Moi, je serais incapable de dire comment sont les meufs en ATS. Et je me rends compte à quel point, effectivement, dès que je cherche quelque chose, je tombe sur des groupes d'échange. Et effectivement, il était important que la COP se penche sur cette réflexion. Donc, je remercie Thierry de nous avoir un peu violés, parce que tu nous as un peu violés. On n'était pas vraiment enthousiastes au départ, mais le nombre que vous êtes aujourd'hui prouve à l'évidence que c'est une question qui devrait tous nous tournebouler un petit peu. Donc, je vais laisser la parole à Thierry parce qu'il est le grand instigateur de cette journée, mais je voulais vous remercier d'être venus si nombreux, parce qu'on avait un petit peu peur, je dois le dire, et merci d'être ici. Au revoir. Merci Daniel. Je vais être moi aussi extrêmement rapide puisqu'on a déjà dépassé d'1 minute le temps de cette ouverture, 1 minute. Mais bon, ça va encore. Peut-être juste un tout petit mot sur ce qui nous a pensé, ce qui nous a amené à proposer cette journée de travail. Et puis un petit mot aussi sur la façon dont ça va se dérouler concrètement. Mais je ne dirais pas beaucoup plus, d'une part parce qu'on est en retard sur le temps, et puis d'autre part parce que je suis un petit peu enroué ce matin. Donc, les gens qui ont parlé avant moi ont déjà évoqué le thème d'actualité du problème de l'orientation et d'Internet. Mais il nous a semblé que très souvent, dans les discussions, qu'elles soient par Internet ou qu'elles soient dans les CIO, il s'agissait plus de prise de position, je ne dirais pas idéologique, mais un petit peu spontanée. On est pour Internet ou on n'est pas pour Internet. On est pour le conseil via Internet ou on pense que c'est impossible. Et on s'est dit, après tout, pourquoi pas essayer d'élargir un petit peu le débat
avec d'autres partenaires, et puis de se mettre à un certain nombre. Là, aujourd'hui, il y avait quand même 250 personnes inscrites à cette journée pour échanger là-dessus. Alors, le titre du congrès, du colloque, on l'a pris peut-être, pour certains, un peu provocateur. On a choisi conseil et orientation via Internet. On aurait pu choisir quelque chose comme information et Internet, ou orientation et Internet, en laissant une ambiguïté sur le thème orientation. Mais on a voulu laisser le mot conseil, puisqu'il me semble que dans les discussions que j'évoquais tout à l'heure, on peut avoir deux positions un petit peu extrémistes quand on envisage ce qu'il est possible de faire sur Internet. Une position qui serait plutôt de l'ordre du conseil informatif. C'est-à-dire, on voit qu'effectivement les jeunes utilisent de plus en plus Internet, probablement pour rechercher de l'information, mais n'allons pas au-delà. Et puis, un autre versant où on dirait que les échanges peuvent se faire en simultané, en ce qu'on appelle synchrone ou asynchrone. J'en pourrais poser des questions auxquelles on répond plus tard. On commence à envisager des questions-réponses avec ce qu'on appelle les webcams, c'est-à-dire avec l'image du consultant qu'on peut avoir. Et vous avez un pôle comme ça de professionnels de l'orientation qui pensent qu'il faut se pencher là-dessus. Et vous avez ceux qui naviguent, me semble-t-il, entre ces deux pôles, qui déplacent une sorte de curseur en disant à partir de là, la demande n'est plus traitable à distance, mais uniquement face à face. Or, me semble-t-il, on est en train d'assister, comme l'a souligné Jean Guichard, à de profondes modifications dans notre société. Internet, à mon avis, bouleverse quand même deux dimensions auxquelles on était à peu près habitués. Une dimension, disons, dans l'espace. Les gens qui sont loin, ben, on ne les rencontre pas tout de suite. Quand on échange avec eux, ça prend du temps. Cela dit, avec le courrier électronique, maintenant, c'est immédiat. Et même si quelqu'un est très loin, eh ben, j'ai la possibilité d'échanger avec lui. J'en profite pour dire probablement un petit bonjour à nos collègues de La Réunion qui devaient ce matin louer une salle pour nous écouter, puisque avec la chaîne Canal 2C, les débats que nous avons aujourd'hui sont retransmis en direct. Et donc, il est probable que nos collègues de La Réunion sont en ce moment avec nous. D'autre part, une dimension, effectivement, là, plutôt temporelle. On avait le temps, autrefois, d'attendre un petit peu ce qu'on désirait ou ce dont on avait besoin. Je dirais que maintenant, c'est souvent dans l'immédiateté du désir qu'on peut obtenir ce qu'on veut. Alors, bien sûr, c'est un grand mot. On peut, sans parler d'immédiateté du désir, commander un tricot à la Redoute ou un ordinateur. Mais on peut aussi, dans l'immédiateté, discuter avec une personne qui se trouve à l'autre bout du monde. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé chez des gens qui se frottent, qui se mettent, qui débutent en informatique. Au début, ils vous disent, moi ça ne m'intéresse pas, ça ne me servira pas à grand-chose. Et puis quand on commence à utiliser le courrier électronique, disons au bout de 2 mois, on commence à dire, qu'est-ce qu'il est lent mon ordinateur? Il me faut au moins 5 minutes pour échanger un mail avec quelqu'un qui se trouve en Afghanistan, en Inde ou n'importe où. Donc ces deux dimensions sont bouleversées, on y assiste. Pour nous, ça bouleverse un petit peu les choses. Et c'est vrai qu'on est habitué à avoir des communications un peu différentes. Je pouvais parler à mon voisin, je pouvais lui écrire, je pouvais lui téléphoner, je pouvais lui envoyer un télégramme s'il était pressé. Je pouvais, c'est rare, utiliser un sémaphore ou autre chose. Mais enfin, on avait comme ça des modes de communication distincts les uns des autres. Quand on regarde ce qui se passe chez les jeunes, me semble-t-il, actuellement, ils ne font pas du tout la différence. C'est-à-dire qu'ils peuvent terminer une conversation avec un de leurs amis qu'ils ont fait en face à face, la continuer de la même façon, sans qu'il y ait de solution de continuité. Ils peuvent continuer avec leur téléphone portable, ou avec la messagerie électronique, ou avec les forums de discussion, les chats, ou les lieux de rencontre dans des lieux virtuels. Quelquefois, ils en font même plusieurs en même temps. Vous avez des adolescents qui chattent pendant qu'ils ont un autre copain au téléphone. Et donc, pour ça, ça fait, eux, une unité. Donc, effectivement, je pense qu'un des thèmes de ce congrès, c'est comment nos pratiques, de ce colloque, pardon, comment nos pratiques s'intègrent dans cette nouvelle structure, dans cette nouvelle organisation
de la société. Pour ça, on a choisi aussi d'inviter à ce colloque, d'une part, des universitaires qui réfléchissent au problème, et d'autre part, des collègues de terrain qui ont mis en place des choses, des expériences, et qui vont aussi nous faire part de leur réflexion sur le sujet. Donc, deux angles d'approche, des universitaires, des collègues de terrain, et disons deux thèmes principaux. Ce matin, ça sera plutôt autour du conseil comme relation dialogique telle que l'a définie Jean. Et cet après-midi, ça sera plutôt un état des lieux. On aura quand même un fil conducteur ou deux fils conducteurs pour assurer un peu de continuité là-dedans. C'est mes collègues et camarades de l'INETOP, Manon Pouliot et Jacques Pouillot, qui, disons, accompagneront les intervenants tout au long de la journée. Je termine juste en vous précisant un petit détail technique. Donc, je l'ai dit, Canal 2C retransmet en direct nos débats. Vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de vous revoir, nous revoir, puisque des actes seront prochainement publiés qui comprendront les séquences vidéo des conférences, mais également un certain nombre de textes de nos conférenciers. Ce DVD-ROM, si vous souhaitez l'acquérir dans quelques temps, une semaine, 2 semaines, vous avez dans vos pochettes un bon de commande qui nous suffira de nous retourner. Voilà, j'en ai fini et je vais donc laisser la parole à mes deux camarades de l'INETOP, Manon Pouliot et Jacques Pouillot.